Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse où nous allons nous intéresser à la hausse des cours de certaines matières premières et notamment des métaux industriels ou des métaux précieux. Nous évoquerons également le cours du pétrole. En deuxième partie de cette interview, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Bonjour Benjamin Louvet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors, on va commencer par ce qui se passe sur les métaux, sur les matières premières métaux, que ce soit métaux industriels ou métaux précieux, mais plutôt métaux industriels. On a vu des cours, j'allais dire rebondir, en tout cas s'envoler à la hausse pour certains d'entre eux, notamment le cuivre ou le zinc. Les explications qu'on peut lire sont notamment en lien avec la réouverture ou en tout cas l'assouplissement de la politique zéro Covid en Chine. Quelle est votre analyse? Comment est-ce qu'on peut analyser, expliquer ce qui se passe actuellement sur les métaux industriels? Vous avez cité le facteur principal. Ce qui avait expliqué la baisse des métaux industriels, c'était le ralentissement économique qui était attendu par tout le monde et cette politique zéro Covid en Chine qui avait réduit l'activité en Chine. Il faut savoir aujourd'hui que pour le secteur des métaux industriels, la Chine est essentielle puisque 50% de la consommation de métaux dans le monde se fait en Chine et 70% en Asie du Sud-Est. Donc forcément, quand la Chine ralentit, eh bien, on a des craintes sur la consommation de métaux. Ces craintes n'étaient pas forcément d'ailleurs très fondées parce que quand on regarde les stocks de métaux, on constate que finalement, ces stocks ont plutôt eu tendance à continuer à baisser et à arriver sur des niveaux historiquement très faibles. Pourquoi ? Parce que si ce que les analystes regardent traditionnellement en Chine, qui est le secteur de l'immobilier, a ralenti très fortement et que ça a entraîné une baisse de la consommation de certains métaux. Le cuivre, par exemple, a vu sa consommation baisser de 450 000 tonnes en Chine cette année. Dans le même temps, d'autres activités en Chine ont vu leur consommation augmenter. C'est le cas des technologies vertes, où le cuivre est très consommé. Et la croissance de la demande pour les technologies vertes dans le cuivre cette année en Chine, c'est 550 000 tonnes. Donc, au final, la balance est positive. Et donc, la demande de cuivre en Chine cette année a augmenté. Mais malgré tout, les craintes avaient fait que les prix avaient baissé. Aujourd'hui, on a des informations de plus en plus précises, comme quoi on pourrait avoir un calendrier de réouverture progressive et de fin des politiques de confinement très strictes qui sont mises en place. Et donc, évidemment, le marché est obligé d'en tenir compte parce qu'on a des marchés, je le disais, sur le marché physique qui sont tendus, des besoins énormes, des besoins à cause de la transition énergétique également, dont on sait qu'ils vont être très importants pour le secteur des métaux parce qu'on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, mais avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité, et que ce transformateur, il est fait principalement de métaux. Donc il y a un repositionnement qui est en train de se faire de façon assez violente. C'était d'ailleurs ce qu'on attendait chez Ophi Asset Management. On a certains métaux comme le cuivre, comme le nickel qui ont pu reprendre plus de 30% en quelques semaines. Le cuivre, le zinc ont repris plus de 20%. Donc on a vraiment un très fort rebond. Et pour nous, sauf à ce que la Chine redevienne beaucoup plus contraignante, c'est peut-être le début de la grande tendance que nous attendons sur les métaux industriels en raison de la transition énergétique et de la demande qu'elle va générer. Surtout qu'on n'a pas encore toutes les mesures de soutien à l'économie chinoise, mais on a notamment pu lire que le gouvernement chinois va soutenir l'accès au crédit de promoteurs en difficulté pour finir les chantiers justement. Donc là aussi, ça va impliquer une demande supplémentaire en matière de certains métaux. Exactement, vous avez tout dit. On avait eu l'impression après le congrès du Parti communiste chinois que l'économie passait un peu au second plan et pourtant ces derniers jours on a encore annoncé des mesures de soutien aux promoteurs immobiliers et donc tout ça amène à redonner un peu plus d'optimisme sur les matières premières et puis ça a entraîné aussi une reprise des monnaies autres que le dollar par rapport à ce dollar. Les matières premières étant échangées en dollars au niveau international, ça a donné un peu de pouvoir d'achat aux autres pays et donc ça a eu tendance à mettre une pression haussière sur le cours des métaux. Et donc il faut s'attendre à ce que cette pression haussière continue pour la fin de l'année 2022 et 2023. Alors, pour nous, c'est une tendance séculaire. Il y aura de la volatilité, forcément, parce qu'on a encore des craintes sur l'économie. On va probablement avoir une récession en Europe, possiblement une récession aux États-Unis, avec les banques centrales qui ont décidé de ralentir l'économie. Donc, même si l'économie chinoise est prépondérante, s'il devait y avoir un ralentissement fort dans la zone occidentale, évidemment, ça aurait un impact sur la demande. Mais la tendance, elle est séculaire sur le marché des métaux. Je vous le disais, quand on voit les volumes, l'Agence internationale de l'énergie en a parlé, la Commission européenne en a parlé, l'OCDE en a parlé, tout le monde, la Commission européenne, tout le monde se rend compte du problème qu'on a, la Banque mondiale, tout le monde se rend compte du problème qu'on a. On parle de volumes de consommation qui vont être multipliés par 30, par 20, par 40 suivant les métaux. C'est le cas pour le lithium, c'est le cas pour le cobalt, c'est le cas pour le nickel, c'est le cas pour le cuivre. Et donc, il va falloir faire face. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt et on n'ouvre pas des mines en claquant des doigts. Ça prend entre 7 et 10 ans. Donc, on va avoir probablement à un moment des très fortes tensions sur ces métaux. Donc, une belle tendance à attendre avec peut-être un peu de volatilité. Les marchés de matières premières, price,
l'équilibre offre-demande à un instant T. Donc si à un moment on devait avoir un ralentissement, forcément on aurait des corrections qui pourraient peut-être constituer les points d'entrée si les investisseurs font le même pari que nous et la même analyse que nous, que cette tendance est une tendance pour le long terme. Alors, en revanche, si on change un petit peu de matière première et qu'on regarde ce qui se passe du côté du pétrole, l'OPEP, pour le coup, ne prévoit moins de tension en matière de demande, puisqu'elle abaisse sa prévision de demande pour 2022 et pour 2023. Elle anticipe une baisse de la demande pour arriver à 2,5 millions de barils par jour en 2022 et 2,2 millions de barils par jour l'année prochaine. Est-ce que mais il y a un effet vase communicant ou pas du tout? Non, parce que ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Elle prévoit un ralentissement de la croissance de la demande. C'est-à-dire que cette année, on attendait 2 600 000 barils par jour de consommation supplémentaire et on a revu ça à 2 500 000 barils par jour. Mais c'est une demande supplémentaire. Et pour l'année prochaine, on a revu à la baisse, mais on attend toujours 2 200 000 barils par jour de consommation. Supplémentaire, bien sûr. Supplémentaire. Bien sûr. Oui, oui. Et donc, on a, malgré le ralentissement économique, toujours les effets de la politique post-Covid. On a le secteur aérien qui est en train de réouvrir. Le secteur aérien, c'est 8% de la consommation de produits pétroliers dans le monde. On n'est encore qu'à 90%. Si on revient à plein, ça fait de la consommation supplémentaire. Et on a une consommation globalement qui se porte bien dans le secteur pétrolier. Il se trouve aussi qu'à côté de ça, on n'a pas encore toutes les alternatives qui sont prêtes parce que la transition énergétique ne va pas assez vite aujourd'hui. J'espère que la COP27 sera l'occasion de prendre des engagements de ce côté-là. Et quand vous n'avez pas les sources alternatives qui sont disponibles, eh bien vous restez sur les sources d'énergie que vous connaissez, ce qui fait qu'on a toujours une croissance de la demande de pétrole. Et en face de ça, les investissements ont été insuffisants ces dernières années. On le voit bien, avant que l'OPEP décide de réduire sa production il y a quelques semaines maintenant, ils avaient du mal à tenir les quotas, les objectifs qu'ils s'étaient fixés en termes de production. Ils étaient, les pays de l'OPEP, tous ensemble, 1 300 000 barils par jour en dessous du seuil de production qu'ils s'étaient fixé. Donc ça doit nous inquiéter pour l'avenir et nous faire dire que la relative stabilité qu'on connaît actuellement sur les prix du pétrole, qui est sans doute liée, je le disais, à ce ralentissement économique dans les pays occidentaux, est liée aussi au fait qu'on ait un début de saison automnale relativement doux, pourrait ne pas durer. Le patron de Saudi Aramco, la compagnie nationale saoudienne, le disait il y a quelques semaines dans une interview. Rendez-vous compte que si l'année prochaine la Chine rouvre et si l'Occident sort de la récession qu'on lui annonce, eh bien on va se retrouver très vite dans une situation où l'offre aura beaucoup de mal à suivre la demande, sachant qu'en plus, pour maintenir les prix sous pression, un certain nombre d'États ont utilisé leurs stocks. C'est le cas des États-Unis qui ont utilisé leurs stocks stratégiques. Et que l'Agence internationale à l'énergie annonçait hier que les stocks de pétrole au niveau mondial sont au plus bas depuis 18 ans. Donc réduction des stocks, difficulté à augmenter la production et dans le même temps une consommation qui, elle, continue de croître. On sait comment tout ça se termine. Normalement, ça se termine avec des prix qui continuent à monter. Donc il faut rapidement sortir de cette dépendance aux énergies fossiles, d'autant que je vous rappelle qu'on a un autre facteur qui va venir aggraver tout ça, c'est que normalement, le 5 décembre, l'Europe entame son interdiction d'importation du pétrole russe, ce qui va encore rajouter de la pression sur le marché du pétrole. Donc ne pas trop s'emballer sur la baisse, sur la correction relative et sur la stabilité relative qu'on voit sur les prix du pétrole aujourd'hui. Mais alors, si d'un côté on a la situation telle que vous nous la décrivez en matière de pétrole et que de l'autre, effectivement, sur les énergies renouvelables, on est loin d'assumer effectivement ce qu'on ne pourrait pas, l'énergie qu'on ne pourrait pas obtenir à base de pétrole, qu'est-ce qui reste comme solution? Il faut se tourner du côté du gaz ou là aussi, pour le coup, la situation s'avère plus complexe pour les années à venir? Eh bien, on se retrouve en face d'une situation qui est très compliquée de transition. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait dans l'histoire, puisque jusqu'à maintenant, on a empilé les sources d'énergie. Quand on a découvert le gaz, c'est pas pour ça qu'on a arrêté d'utiliser le charbon. Quand on a découvert le pétrole, on a continué à utiliser le gaz et le charbon. Là, il faut tout repenser. Et la question qui se pose, c'est qu'on a voulu très vite arrêter les énergies fossiles, mais on n'a pas assez vite accéléré sur les solutions de remplacement. Donc on a mis un peu la charrue avant les bœufs, et aujourd'hui on se retrouve face à cette contrainte. Et donc on n'a qu'une solution en réalité, c'est d'accélérer la transition énergétique. Et de ce côté-là, ça devrait entraîner une très forte tension sur le prix des métaux. Tout ça pourrait entraîner notamment un regain ou un surcroît ou un maintien en tout cas de l'inflation, au-delà de ce qui est attendu pour l'instant par les banques centrales. Donc peut-être encore quelques difficultés à venir sur le front de l'inflation. Un mot peut-être rapide du gaz. Est-ce que là aussi on s'attend potentiellement à une inflation des prix du gaz? Alors à très court terme, la situation c'est très franchement détendue. Pourquoi? Parce que je le disais, on a un début de saison automnale
très, très doux, donc peut-être un peu moins de demande. On a ce ralentissement économique. On a eu aussi des fermetures d'activités compte tenu de la forte hausse de prix du gaz qu'on avait pu connaître en Europe. On a des activités de fonderie d'aluminium ou de zinc qui ont fermé. On a des activités Duralex, on en a beaucoup parlé, qui a fermé aussi une partie de ses activités à cause de la très forte hausse des prix de l'énergie. Donc on a un peu moins de consommation. Puis on avait surtout réussi à reconstituer nos stocks parce que la fermeture de l'approvisionnement en gaz russe a été très progressive. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Mais là encore, il ne faut pas que ça cache les difficultés à venir. Emmanuel Macron en a déjà parlé. L'Agence internationale de l'énergie a prévenu. L'hiver 2023-2024 sera plus dur que l'hiver 2022-2023 parce qu'on va commencer au mois d'avril la période de restockage avec plus aucun flux en provenance de la Russie. Donc il va falloir qu'on se tourne vers d'autres partenaires, essentiellement par bateau, avec du gaz naturel liquéfié. Les capacités de production de ce gaz naturel liquéfié sont limitées, et donc on va rentrer en concurrence directe avec d'autres pays. Donc probablement qu'on pourra peut-être arriver à avoir cette quantité de gaz, mais la question c'est à quel prix. Donc probablement là aussi des inquiétudes à avoir sur le prix du gaz. Il faut être très vigilant, l'année prochaine risque d'être très compliquée toujours sur le plan de l'énergie. Merci beaucoup Benjamin Louvet d'être venu sur le plateau de Smart Bourse nous détailler un petit peu les enjeux sur ces matières premières, pétrole, gaz et évidemment métaux industriels. Je rappelle que vous êtes gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se donne rendez-vous demain sur Bismart en direct à 12h30 pour un nouveau numéro de Smart Bourse.